Salut, dans cette vidéo, vous allez voir que vous confondez des couleurs, que vous ne savez pas faire la différence entre le noir et le blanc parfois, que vous entendez des sons qui n'existent pas, bref, que votre cerveau a une conception bien à lui de ce qui est réel et de ce qu'il ne l'est pas. Vous avez parfois l'impression que le monde est bizarre, c'est à cause de votre cerveau. Désolé, vos perceptions, vos émotions, vos sensations, etc. sont manipulées et c'est tout aussi étonnant que flippant. J'ai choisi comme décor le musée d'art de Nantes parce qu'il y a en ce moment l'exposition Hypersensible, une expo fascinante sur l'hyperréalisme dont les œuvres vont nous servir d'exemple. À côté de moi, ce n'est pas une femme toute nue. Évidemment, il s'agit d'une sculpture hyper réaliste de Tiptoland. L'hyperréalisme consiste à réaliser une œuvre tellement réaliste que votre cerveau n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou s'il s'agit d'une peinture ou d'une sculpture. C'est incroyable, les yeux sont écarquillés, la bouche est gonflée d'air, on peut sentir un petit peu la tension en fait de ses joues, on peut même ressentir le côté un peu flasque de sa peau, la finesse de son grain de peau, mais est-ce que vous êtes certain de ce que vous voyez? Les ombres par exemple, est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'elles sont peintes? Est-ce que les creux que vous voyez existent vraiment ou pas? Le phénomène incroyable de notre vision, c'est sa capacité à faire la balance des blancs. Quand notre cerveau perçoit une image, il effectue une analyse de la luminosité de la scène et il fait une correction mentale qui ajuste la perception des couleurs en fonction de la luminosité ambiante. Cette correction mentale, elle est tout à fait inconsciente, mais elle est essentielle pour qu'on puisse percevoir correctement les couleurs. Sans ça, les couleurs, elles nous sembleraient incorrectes, déformées. Premier exemple, je vous donne un exemple simple. Si on passe d'un extérieur ensoleillé à un intérieur sombre, il faut un petit temps d'adaptation à notre vision. Ça fait partie de la balance des blancs. Et il y a des études qui démontrent que nous ne percevons jamais vraiment les couleurs telles qu'elles sont pour de vrai. Rappelez-vous de cette robe qui avait déchaîné des passions sur Internet. Il y en a qui la voient dorée et blanche, d'autres qui affirment qu'elle est noire et bleue. L'explication de la différence de perception tient sur la luminosité. Sur la photo où la robe est blanche et dorée, on peut voir que la robe est surexposée à la lumière, au point que le fond de la photo semble presque brûlé, en fait, cramé, on appelle ça. Et certains vont donc naturellement et inconsciemment corriger ce défaut en faisant une balance des blancs pour déterminer la couleur réelle, à savoir bleu et noir, qui était sa vraie couleur. En deuxième exemple, une expérience similaire avait été faite avec une paire de baskets. Alors, est-ce qu'elle est rose ou est-ce qu'elle est verte d'après vous? Là encore, vous pouvez observer que la main qui tient la chaussure n'a pas du tout la même température de lumière. Sur la basket rose, la main est presque rouge, tandis que sur la basket verte, la main est presque froide, ou en tout cas elle est très froide. D'autres expériences aussi fascinantes ont été montrées au public, telles que les dérivés de l'échiquier d'Adelson. Sur cet échiquier, vous allez voir en haut des pièces blanches sur un fond noir, et en bas, vous verrez des pièces noires sur un fond blanc. Votre perception est juste, mais en réalité, c'est faux. Les pièces du haut et du bas sont rigoureusement de même couleur. Je sais, vous allez me détester, mais pourtant c'est vrai. Pourtant, c'est la même chose que sur celui-ci. Vous êtes convaincu que le petit carré là, avec le A de noté est plus clair que la surface notée B. Et encore une fois, c'est votre cerveau qui sait parfaitement s'adapter. La réalité, c'est que A et B, les deux carrés, sont rigoureusement de la même couleur. Je sais, c'est difficile à croire. Mais attendez une seconde, je vais vous faire voir une image avec des plats et des assiettes qui sont à l'envers. Donc là, l'image s'affiche, donc vous voyez des plats, des assiettes, des gobelets à l'envers, quoi, tous retournés. Pourtant, regardez bien, regardez très attentivement. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont à l'envers? Et ceux qui les voyaient à l'endroit depuis le départ, est-ce que vous êtes sûr que c'est à l'endroit? Ça fait bugger en vrai. Alors rassurez-vous, votre cerveau sait ce qu'il fait. Écoutez cette sculpture. Je sais que c'est bizarre, mais je vous propose d'écouter la sculpture qu'il y a derrière moi avec vos yeux. C'est une sculpture de Gilles Barbier. Votre cerveau croit souvent entendre des sons qui n'existent pas ou bien anticipe des sons qui pourraient arriver. Le positionnement de ses mains, par exemple, peuvent parfaitement créer la manifestation de sonorités dans notre cerveau en faisant appel à notre mémoire épisodique, celle du souvenir. Regardez ces images. Si je les mets dans cet ordre, vous commencez peut-être à entendre un rythme et même peut-être à reconnaître une chanson. C'est fou quand même. La première main, elle prend la forme que des personnes font lors de concerts. Alors peut-être que votre cerveau commence à entendre de la musique, du rock, un truc comme ça. La deuxième, elle prend la forme d'un point levé, le geste des manifestations par exemple. La troisième, elle prend la forme d'une sorte de claquement de doigts et la quatrième, une sorte de pistolet imaginaire quand on est enfant et qu'on se tire dessus. Et peut-être ça va réveiller dans votre mémoire épisodique des sons liés à des souvenirs qui sont appelés juste par la forme des mains que vous venez de voir. Cette sculpture de Daniel Firman pourrait par exemple déclencher deux environnements sonores dans votre esprit. Soit activer des souvenirs de désespoir, de tristesse intense, alors peut-être que là vous entendez des sanglots, ou alors plus probable, vous rappeler la position qu'on prend quand on joue à cache-cache
au point d'entendre le décompte ou quand on fait 1, 2, 3 soleil. Votre cerveau est associatif, donc il va activer des populations de neurones qui contiennent des souvenirs équivalents à cette position. Pourquoi? Parce que votre cerveau veut toujours savoir en permanence dans quelle situation vous vous trouvez pour faire une sorte d'analyse des dangers potentiels. Et donc là, il reconnaît quelque chose que vous savez et que vous connaissez par cœur. On cache le regard pour démontrer aux autres qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de jeu et là, vous commencez à entendre un décompte dans votre tête. Pour ma part, ça fonctionne incroyablement bien avec cette sculpture magnifique de Marc Sijan. Position détendue, visage relâché, paupières fermées, la bouche entrouverte, aucune tension. J'entends presque son souffle, une profonde expiration. Ça active mes neurones miroirs et du coup, j'ai envie de respirer aussi profondément, moi aussi. En fait, plus je l'observe, plus je sens ma pression artérielle baisser et plus moi aussi, j'ai envie de me mettre dans cet état-là de... Et ça doit vous le faire aussi. Votre cerveau aime entendre des bruits qui n'existent pas pour apporter une cohérence à ce qu'il voit, à ce qu'il vit, et parfois il est même capable de créer un bruit d'explosion. Ça, on va y revenir dans quelques secondes. Alors autant le cerveau aime bien se créer des illusions auditives, autant parfois c'est d'autres personnes qui se jouent de nos oreilles volontairement. La gamme de Shepard, c'est une illusion auditive bien connue des musiciens, et elle a rendu fou plus d'une personne quand on l'a découverte. Robert Shepard, c'est un scientifique qui est spécialisé dans la psychologie cognitive. Il a créé une gamme musicale qui donne l'illusion de monter, donc d'être de plus en plus aigu, ou de descendre de plus en plus grave. En tout cas, ça ne s'arrête jamais. Et en réalité, la gamme de Shepard ne cesse pas de monter indéfiniment, parce que ça, c'est impossible. C'est simplement la superposition de tous les octaves d'une même note. Quand on monte la gamme, les notes les plus aiguës disparaissent progressivement pour laisser place aux notes graves. Et ça, dans une espèce de boucle sur elle-même qui n'en finit pas. Et c'est exactement le même principe que l'escalier de Penrose. Si vous avez vu Inception, vous savez de quoi je parle. Cette illusion, vous l'entendez bien plus souvent que vous le pensez quand vous regardez un film, par exemple. Dans une scène de course-poursuite en voiture, l'ingénieur du son va mettre, du moins le monteur sonore, on va dire, il va mettre des sons de moteur qui accélèrent pour accroître la tension. Mais comme un moteur ne peut pas accélérer en continu perpétuellement, les monteurs son utilisent le moment où le conducteur fait un passage de vitesse pour redescendre le son d'un coup et ensuite prendre le temps de le remonter. C'est exactement le même principe. Faites le test pour voir et comptez le nombre d'accélérations dans une séquence de film. Vous pouvez parfois compter jusqu'à 15 passages de vitesse. Ça fait beaucoup, hein. La plupart des voitures, elles en ont que 5. Hein. Des fois 6. Allez, 7 max. Il y a le compositeur Hans Zimmer aussi qui s'en sert beaucoup dans le film Dunkerque de Christopher Nolan. Je vous parlais d'Inception tout à l'heure. Il a utilisé la gamme de Shepard pour apporter une tension constante sur une très longue durée. Donc ça sert aussi d'une manière artistique. Et maintenant, si je vous dis Yanni ou Laurel, bon, hein, avec un petit accent, Yanni ou Lowell. Peut-être vous connaissez cette illusion auditive qui a mondialement créé le débat sur la toile, comme disent les personnes vieilles comme moi un petit peu. Il s'agit de l'enregistrement audio d'une voix d'une personne qui prononce un mot qui peut être entendu comme Yanni ou Lowell, un petit peu, avec le R à l'anglaise. C'est en fonction de la perception de chaque personne. Cette illusion peut être renforcée cognitivement si une tierce personne mime les labiales. C'est-à-dire si vous entendez ce son avec l'image de quelqu'un qui fait Laurel, vous allez entendre plus facilement Yanni. Si la personne avec ses lèvres, elle fait Laurel, vous allez entendre plus facilement Laurel ou Lowell. Le clip audio créé par un étudiant en première année de l'université a suscité un énorme intérêt pour les scientifiques qui ont étudié les mécanismes du traitement auditif dans le cerveau humain. Le mot Laurel contient des fréquences basses, tandis que le mot Yanni a des fréquences plus hautes. Donc certaines personnes entendent plus facilement les fréquences basses et d'autres entendent mieux les fréquences aiguës ou les fréquences hautes. Parce qu'avant, on peut commencer par l'œuvre de Tony Batelli. Cet homme est à quelques centimètres à peine du sol. Regardez la chute de sa tête et vous aurez instantanément l'impression d'entendre le son du choc, comme un bruit sourd. Parce que même s'il ne touche pas le sol, votre cerveau a la capacité d'anticiper le son qui va et qui peut arriver. Mais ça dépend où vous vous concentrez d'ailleurs. Si vous concentrez plus sur le corps, vous allez plus percevoir des éléments autour de cette lévitation. Mais plus vous allez regarder sa tête et le bas de ses cheveux, plus vous allez pressentir la chute, le choc et le bruit du choc. Ce qui me permet de vous parler du fameux syndrome de la tête qui explose. Alors pas de danger, il n'y a pas de douleur, c'est un trouble du sommeil que vous avez peut-être déjà vécu. Ça peut arriver au moment de la transition entre la veille et le sommeil. Les personnes qui sont atteintes de ça entendent au moment de s'endormir le bruit d'un choc assourdissant, comme une porte qui claque ou un coup de feu dans la tête. C'est incroyable. Pour certains, c'est même chronique. Ils deviennent même terrifiés à l'idée même d'aller se coucher, parce que c'est insupportable de ressentir ça. La professeure Isabelle Arnuf, neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière, a raconté un jour qu'un de ses patients entendait une
grosse explosion tous les soirs avant de se coucher. Alors il pensait qu'il s'agissait de ses voisins qui claquaient la porte trop fort. Il leur a écrit un mot pour qu'ils arrêtent. Ils n'ont pas arrêté, il s'est fâché avec eux jusqu'au jour où il a entendu exactement le même bruit alors qu'il ne dormait pas du tout chez lui. Il était même dans une autre ville. Les causes de cette illusion auditive ne sont pas encore clairement définies par la science, mais les recherches montrent néanmoins que le stress et l'anxiété, ça paraît logique, ont un rôle à jouer dans ce syndrome. On va enchaîner avec les œuvres de John DeAndrea, comme celle-ci, et d'autres de Sam Jinks. Pour le mentaliste que je suis, on a ici des exemples frappants de langage non-verbal qui rendent les œuvres encore plus réalistes. On leur attribue malgré nous un état émotionnel parce que notre cerveau a l'habitude de décoder malgré lui des postures et des gestes qu'il va ensuite interpréter. Tête légèrement penchée, le regard baissé, fait une petite moue avec sa bouche. L'artiste a choisi de croiser ses bras, laissant ses mains naturellement fermées mais relâchées, sans aucune tension, et regarder ses épaules. On peut sentir le poids de son corps relâché. Tout cela indique une forme de mélancolie, une forme de tristesse peut-être. L'artiste a anticipé ce que notre cerveau va interpréter et ça fonctionne. Mon cerveau est en train justement de rentrer en empathie avec cette sculpture et de ressentir ce que l'artiste a souhaité que je ressente en amont lors de sa création. C'est un peu incroyable. Repliée sur elle-même, visage caché dans le creux de ses genoux, les doigts un peu crispés, c'est incroyable de constater que sans entendre le moindre son, sans avoir la moindre interaction avec la matière inanimée qui se trouve à côté de nous, notre cerveau va quand même déclencher automatiquement une interprétation émotionnelle de ce qu'il voit. Alors que je veux dire, rationnellement, je sais que c'est pas quelque chose de vivant, que c'est une sorte d'objet, et pourtant ça fonctionne. Pour celle-ci, on va faire l'inverse. Je serais très curieux de lire dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous interprétez quand vous la regardez. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, ça dépend de chaque personne, ça dépend de ce que vous avez vécu, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, peut-être même de l'état émotionnel dans lequel vous êtes actuellement. Donc, vous la regardez, vous me dites ce que vous percevez, ce que vous ressentez, et on comparera un peu avec vos différentes réponses dans les commentaires. On va parler de l'illusion de l'émotion. Je suis à côté d'une œuvre de Evan Penny. Et cette œuvre-là est très perturbante parce que déjà, suivant où on se positionne, on a l'impression qu'elle nous fixe du regard. Elle est très réaliste, c'est le cas de le dire. Alors que pourtant, on voit bien que la taille du visage est disproportionnée. L'arrière du buste est aplati. C'est très perturbant en fait quand on en prend conscience nous, quand on s'approche. Pourquoi ça nous fait tout ça? Maintenant, je voudrais vous parler des neurones miroirs qui jouent un rôle majeur dans le déchiffrage et la compréhension des sentiments de ceux qui nous entourent. Ils permettent de se mettre à la place d'une personne, des autres personnes. C'est la base de l'empathie en réalité. C'est ce qui permet d'adopter inconsciemment les mêmes expressions que nos interlocuteurs et de ressentir leurs émotions. Si on voit par exemple un visage triste, le cerveau active une sorte de miroir facial, on reproduit ce visage triste pour comprendre l'autre. On adopte donc par mimétisme un visage triste et par conséquent, on ressent cette émotion, on ressent la tristesse. Les œuvres hyper réalistes qu'on découvre simulent des émotions qui activent nos neurones miroirs afin que nous les ressentions comme si elles étaient véritables, comme si c'était du vrai. Et c'est pour cette raison qu'on peut imaginer dans un potentiel avenir ressentir de l'attachement et de l'émotion pour, je sais pas moi, des robots humanoïdes comme dans la série Real Humans, parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre le véritable et la simulation grâce ou à cause des neurones miroirs. D'ailleurs, cette notion du vrai ou du faux par rapport au numérique, c'est l'une des choses sur laquelle l'artiste qui a créé cette œuvre veut nous pousser à réfléchir. Le travail d'hyperréalisme est tellement réussi, les détails sont tellement travaillés que notre cerveau ne distingue pas l'humain de l'objet. Comment c'est possible? Il y a plusieurs raisons, mais l'exemple que je préfère, c'est celui des bébés. Pourquoi on est si attendri par eux? Regardez les petits bébés recroquevillés sur le ventre. Avouez que cette image est touchante. Elle nous inspire la fragilité, la vulnérabilité, elle éveille en nous l'instinct de protection. Pourquoi? Vous me direz peut-être parce que tout ce qui est petit est mignon. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Les petites araignées, ça suscite rarement l'attendrissement, par exemple. Les raisons sont moins poétiques. L'œil, par exemple, c'est le seul élément externe du cerveau, auquel il est relié, bien sûr, mais c'est un bout de cerveau et c'est le seul organe qui ne grandit pas avec l'âge. Autrement dit, nous avons dès notre naissance la taille initiale de nos yeux. C'est pour cette raison que les mammifères, bébés, que ce soit les humains, les chats, les chiens, tous les autres, ont des grands yeux. Et au cours de l'évolution, nous nous sommes habitués donc à voir des êtres aux grands yeux comme des nourrissons à protéger. Notre cerveau fait donc un raccourci avec ce qui est tout ce qui a des grands yeux nous procure une émotion positive. Et là, pour les deux bébés qu'il y a sur le ventre, les réactions sont finalement binaires. Soit vous êtes attendri directement et vous avez envie de les protéger, soit vous avez un rejet complet avec une sorte de gêne parce que votre cerveau sait que ce n'est pas vrai et du coup, il y a une sorte de dissonance dans votre instinct de protection.
C'est incroyable le travail des artistes qui ont fait ces œuvres d'hyper-réalisme. Ce qui est fascinant avec toutes les œuvres qu'on a vues aujourd'hui, c'est qu'on peut ressentir des choses et ça nous échappe complètement. On a beau savoir qu'il s'agit d'une sculpture et pas d'une personne réelle, on ne peut pas s'empêcher de rentrer en empathie, de voir des choses non réelles, d'entendre des sons qui n'existent pas ou même de ressentir des émotions qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là toute la beauté d'une œuvre, quelle qu'elle soit, être saisi, être pris, être transporté par une émotion, une sensation malgré nous. Cette sculpture-là, c'est l'une de mes préférées parce que je trouve que cette dame, elle est touchante, elle est sympa. J'ai clairement envie de lui faire confiance, mais pourquoi, bizarrement, elle ne me gêne pas alors que c'est une personne nue, avec des yeux un petit peu délirants, sans doute parce que tout m'indique dans la position de son corps et des muscles en action sur son visage que c'est une absurdité, c'est une farce. Je peux presque entendre le bruit que ferait sa bouche si elle expulsait l'air d'un coup qu'il y a dans ses joues. Je voudrais prendre aussi une seconde pour remercier vraiment très fort le musée d'art de Nantes de nous avoir accueillis pour cette vidéo. L'exposition Hypersensible est tout simplement incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, vraiment courez-y. Elle s'arrête en septembre 2023. Ça vous laisse encore un peu de temps. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir filmer les œuvres et tourner cette vidéo aussi. Alors merci au musée d'art de Nantes et surtout merci à tous les artistes pour cette expérience qu'on a pu vivre. Le truc un peu marrant, c'est que si je me mettais au milieu de la salle ici sans bouger, je parie qu'il y a des visiteurs qui me prendraient pour une sculpture. Peut-être même qu'on me trouverait moins réaliste que les autres. Alors dans le doute, je vais pas le tenter. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, ciao. Je sais que la vidéo est finie, mais je voulais vous faire voir ça. En fait, quand on est arrivé ici, j'étais persuadé que c'était des vrais pissenlits et j'ai été obligé d'aller le toucher, même si on n'a pas trop le droit, pour constater que c'était du bronze et c'est une œuvre de Tony Matelli. Et il y en a 5-6, je crois, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement, qui se promènent dans l'exposition. Et le fait qu'il l'ait mis au sol, c'est pas présenté comme une œuvre. J'étais sûr et certain, j'ai dit à Loïc, c'est bizarre qu'il y ait des pissenlits ici. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu sais ce que tu viens voir en hyper-réalisme, mais dès que c'est enlevé d'un socle et que c'est pas présenté comme une œuvre, ça te prend et ouais, j'ai trouvé cette sensation tellement ouf que je me suis dit j'allais vous en parler. Faites ce que vous voulez de cette information.